Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. À présent, j'aimerais avoir le sentiment ou l'appréciation de mon frère et ami. L'amitié, pour moi, c'est une denrée particulièrement précieuse et je crois avoir, grâce au centre Hassan Louazani, je crois avoir gagné des amis. Alors, je compte Si Mohamed Ben Hassi parmi mes amis. Alors, je lui cède immédiatement la parole et j'aimerais lui dire le plaisir que j'ai bien entendu, et l'impatience de l'entendre. Merci beaucoup, Sirou Kili. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous, surtout pour la deuxième fois. Je suis vraiment très content de m'associer à la Fondation Hassan Louazani pour initier peut-être ce chantier d'information, de partage dans le domaine de l'environnement. C'est une forme de militantisme qu'il faut bien sûr engager de manière durable et de manière effrénée. Je remercie également professeur Liva qui m'a initialement initié à ce domaine de recherche et de militantisme. Je reconnais que ma collaboration avec lui comme mon ex-professeur et également mon actuel ami, c'était vraiment le début d'un processus très prometteur dans différents sens. Je remercie également Madame Ouazani de m'avoir invité pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de m'associer à vos événements. Également, c'est un grand plaisir de retrouver mon ami Mjdoubi, avec qui on travaille depuis longtemps et on était également ex-doctorant de Siliva, donc il a également le mérite de garder bien sûr ce petit réseau qui va bien sûr s'agrandir au fur et à mesure que l'environnement s'améliore. Ça ne me fait pas agrandir, mais je suis fier de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est également une fierté pour nous. Alors, je vais commencer par un constat qui ne cesse de se reproduire. Souvent, mes étudiants en droit de l'environnement me posent la question suivante. Comment ça se fait que d'un côté, on ne cesse d'évoquer certaines situations comme les catastrophes naturelles, comme l'apocalypse climatique, comme l'urgence climatique, les grandes pollutions, les problèmes globaux de l'environnement, etc., etc. Et d'un autre côté, il y a une dynamique normative, politique au niveau international et au niveau national qui vise à mettre fin à ces abus et de préserver un environnement capable de nourrir à la fois l'humanité et en même temps de subvenir aux besoins de cette humanité sur tous les plans. Donc ce grand décalage interpelle à la fois des étudiants qui commencent à être initiés à ce domaine, et il interpelle le citoyen ordinaire, et ça interpelle la société civile, les chercheurs, y compris parfois certains décideurs. Donc c'est une situation, à mon sens, problématique, qu'il faut décoder, en savoir les causes, et en même temps, pourquoi ce décalage grandissant entre un effort entrepris sur le plan
nationales et internationales en matière de droit, en matière de gouvernance, etc. Et en même temps, l'état d'un environnement qui ne cesse de se dégrader euh, avec des éléments qui s'ajoutent à cette dégradation, comme la complexité, le caractère transversal de, comment dire, de cette dégradation, ainsi que le caractère parfois irréversible de cette dégradation. Alors, pour bien comprendre les choses, je vais plus ou moins m'inscrire dans le, comment dire, la vision du professeur Hiba et en quelque sorte également de celle de ma collègue Mejdoubi, et peut-être de rappeler quelques éléments essentiels comment dire, qui définissent ce droit en la distinguant bien sûr d'autres types de droits pour bien comprendre de quoi on parle. Bien sûr, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit par les deux intervenants, mais je vais adopter peut-être une approche complémentaire, surtout une approche politique et géopolitique, qui peut nous donner une idée pourquoi ça bloque quelque part, la situation débloquée dans d'autres parts, etc., etc. Donc, ce bilan mitigé du droit international de l'environnement. Donc, rappelons dans un premier temps que ce droit vise de manière primaire à défendre et promouvoir l'environnement. Donc, c'est un droit de protection. Et ce droit est très, très riche, à tel point que certains experts le considèrent comme un droit obèse. Ça veut dire un droit qui a donné lieu jusqu'à maintenant à plus de 300 conventions et traités multilatéraux, dont la grande partie a été adoptée durant les deux dernières décennies. Ce droit se compose, à côté d'obligations juridiques, d'un ensemble de principes, de recommandations, d'incitations à respecter des objectifs communs. Et donc, comme il a été signalé par le professeur Mejdoubi, c'est un droit soft, mou, basé sur des engagements volontaires. Et ces engagements volontaires sont parfois mis en avant lorsque les engagements obligatoires s'opposent aux intérêts nationaux. Donc, il y a cette question d'intérêt national qui peut parfois conditionner la forme de la règle qu'on est en train de chercher. Le droit international de l'environnement, c'est un droit qui cherche à encadrer les comportements, notamment étatiques, et il fonctionne surtout en résonance avec d'autres branches du droit international et du droit interne, comme le droit constitutionnel, le droit commercial, le droit pénal et le droit de l'homme. Et le fait que ce droit cherche à encadrer les comportements, surtout étatiques, contient en quelque sorte certains germes de sa faiblesse, parce que ce droit comment dire, s'adresse de manière indirecte aux acteurs principaux qui contribuent à la dégradation de l'environnement, au changement climatique et à la perte de la biodiversité. C'est par exemple les acteurs économiques et en quelque sorte d'une manière plus ou moins marginale les citoyens. En pleine expansion, ce droit couvre depuis sa genèse un ensemble de thématiques, de telle sorte que, comme l'a été signalé par le professeur Liba, chaque domaine constitue un monde à part, normatif, avec un cadre normatif mis en place selon des logiques étatiques différentes, selon des intérêts différents, selon des calendriers différents, etc., etc. Alors, j'aimerais bien signaler dans cette introduction que le droit de l'environnement suscite un triple intérêt. Il y a d'abord un intérêt pratique, parce que ce droit cherche à répondre à certains besoins qui sont formulés par des acteurs comme la société, comme les ONG, comme les chercheurs,
et parfois également des États. Il est également théorique, un intérêt théorique, dans la mesure où la place de l'environnement dans les modèles de développement soulève encore beaucoup de controverses dans différentes catégories de pays, et un intérêt scientifique parce que la science joue un rôle fondamental aussi bien dans la préservation de l'environnement que dans sa destruction. Et donc, c'est un droit qui se développe au rythme des avancées scientifiques et technologiques, et parfois il y a un grand décalage entre la norme et l'état de la science, comme on l'a vu par exemple dans le cas du changement climatique et de la biodiversité. Alors, je vais rappeler également les conditions dans lesquelles ce droit a fait jour. Donc, tout le monde se rappelle, et le professeur Liba a beaucoup parlé comment dire, de la conférence de Stockholm. C'est une conférence comment dire, fondatrice comment dire, de ce droit. Ce droit s'est développé dans la discrétion, à l'abri d'une confrontation idéologique internationale. Tout le monde se rappelle bien sûr de la guerre froide, et du nationalisme dominant. Donc, en quelque sorte, c'est un droit qui a eu comment dire, un accouchement difficile parce qu'il est basé sur le multilatéralisme dans un monde de confrontation idéologique, et également dans un monde où le nationalisme était presque, comment dire, le courant idéologique le plus dominant. Et en même temps, c'est un droit qui a été parallèlement développé avec son frère au niveau de l'Europe, ce qu'on appelle le droit international européen, qui a essayé d'en garantir l'effectivité. Ça veut dire de donner au droit international de l'environnement une forme plus effective, plus régionale et plus novateur. Au début, ce sont les questions transfrontières qu'il s'agit bien sûr d'encadrer par la norme. Et donc, dans ce sens, on a essayé de focaliser sur les espèces migratrices terrestres ou marines, océans et mers, fleuves et lacs internationaux, couches d'ozone, atmosphère régionale, commerce des déchets, réglementation des enjeux environnementaux liés au transport maritime, ainsi de suite. Et donc, l'ensemble des textes constitue déjà un corpus substantiel qui débouche sur la construction d'une théorie de la responsabilité environnementale internationale. C'est vraiment l'un des grands acquis de ce droit, c'est qu'il a quand même rendu la responsabilité environnementale internationale un cadre de référence pour juger comment dire, le comportement des États et de certains d'autres types d'acteurs de manière indirecte dans ce sens. Parmi les grandes obligations qui ont été qui découlent bien sûr de cette responsabilité environnementale internationale, rappelons des obligations suivantes. Il y a l'obligation de coopérer à l'échelle internationale pour protéger l'intégrité de l'écosystème terrestre. Il y a l'obligation de prévoir à l'échelle internationale des régimes de responsabilité et de réparation relatifs aux dommages environnementaux produits au-delà de la zone de souveraineté d'un pays. Il y a également l'obligation de s'informer mutuellement en cas d'accident affectant l'environnement régional ou global. Il y a l'obligation d'empêcher les transferts de substances ou d'activités nocives pour l'environnement d'un pays à l'autre. Et enfin, il y a l'obligation de respecter le droit international relatif à l'environnement en cas de conflit armé. Là, l'articulation entre ce droit et le droit humanitaire. Le droit international de l'environnement n'a pas hésité par la suite à réguler des activités qui se déroulent sous souveraineté nationale, même quand elles n'ont pas d'impact international. Et donc, effectivement, dans l'objectif d'harmoniser les politiques environnementales afin de les tirer vers le haut. Sur le plan sociopolitique, un développement important a été accompli avec l'adoption en 1998 de la Convention d'Aarhus. Celle-ci organise de façon précise en Europe le droit à l'information, la participation et à l'accès à la justice en matière d'environnement. C'est une convention qui institue un système de rapport périodique également, permettant un contrôle mutuel de son application effective par des États signataires. Il s'agit là, il faut le dire, d'une véritable avancée du point de vue démocratique
et l'on aurait aimé l'avoir universalisé, surtout dans les conférences passées. Donc, grosso modo, ce développement juridique impressionnant connaît pourtant un succès mitigé vu les échecs accumulés sur plusieurs fronts. Alors, pour comprendre, bien sûr, les raisons sous-jacentes de ces échecs, je vais bien sûr mentionner quelques-unes. Bien sûr, je ne serai pas exhaustif, mais peut-être dans le sens de simuler le débat en la matière. Alors, rappelons d'abord que le droit international de l'environnement est un processus qui a amené nombre d'États à consentir, à aller au-delà des engagements qu'ils auraient pris s'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et donc, à mon sens, c'est une avancée parce que ce droit a exhorté les États à céder une part de leur souveraineté dans le domaine de l'environnement, comment dire, à l'action internationale. Mais il faut se poser la question, par quel processus un pays est-il conduit à consentir des engagements plus contraignants qu'il ne l'envisageait s'il restait bien sûr livré à lui-même? Alors, probablement, ça a été fait par une formule complexe qui a abouti à créer une dynamique propre et logique presque autonome lors des négociations environnementales multilatérales. La présence, par exemple, d'un comité scientifique rigoureux, d'ONG exigeantes et professionnelles, de la presse et d'observateurs qui rapportent les positions des uns et des autres, la transparence qui règne dans ces processus de négociation entraîne de nombreux pays au-delà des limites qu'ils se sont fixées. Il y a aussi le désir de ne pas se démarquer d'une communauté d'États en formation, de ne pas apparaître, selon l'expression de Peter Haas, comme le bad guy de communautés épistémologiques qui sont formées de représentants du ministère de l'Environnement et d'experts souvent favorables à cette cause. Bref, de ne pas être pointé à la face du monde, selon une expression anglaise très connue, name and shame, comme celui qui entrave le progrès collectif et sabote une juste cause commune. Alors, en même temps, le fonctionnement des accords multilatéraux de l'environnement contraint aussi les gouvernements à une nouvelle exigence. C'est celle de rendre compte, ce qu'on appelle accountability, sont des systèmes de rapport et de contrôle, de conformité, permettant à chacun, État, observateur, opinion publique, etc., de s'assurer des efforts accomplis. Donc, évidemment, quand la négociation aboutit à des projets de compromis jugés trop audacieux, les capitales sont souvent consultées. Mais pendant longtemps, l'environnement ne représente pas un enjeu d'une importance économique et politique jugée telle en haut lieu bien sûr dans les hautes instances, que les capitales puissent entrer en conflit à son sujet. Donc, cette marginalité supposée du sujet de l'environnement a heureusement favorisé son avancement sur le plan normatif. Parce que peut-être la plupart des pays n'ont pas fait attention à cette importance, mais durant les dernières années, l'environnement commence à acquérir une importance politique, géopolitique, sociale, etc., plus importante que dans le passé. En même temps, il faut rappeler que l'hypocrisie de certains États a poussé ces États à signer parfois des conventions dont l'objectif d'éviter d'être impopulaire sur la scène internationale, mais d'en déférer la ratification. Et donc, cette manœuvre a créé des situations difficiles pour certaines conventions qui ont été négociées, signées par quelques États, mais la ratification a été déférée à des moments où parfois la situation de l'environnement est devenue critique et parfois même irréversible, comme par exemple l'extinction de certaines espèces. Alors, l'évolution juridique de ce droit a conduit par ailleurs à dépasser le principe qui veut que les traités internationaux ne créent d'obligations contre États. Et c'est également une avancée.
Cette approche est de moins en moins pertinente en ce qui concerne l'environnement et les droits de l'homme. Un traité international transféré sous forme de directive fait partie de l'édifice juridique, par exemple, européen. Et donc, sur le plan européen, par exemple, on peut transformer une convention dans le domaine de l'environnement et des droits de l'homme comme un ensemble de directives que les États membres de l'Union doivent s'y conformer. Et donc, au niveau de l'applicabilité de certaines conventions, cette technique est très efficace, mais malheureusement, sur le plan multilatéral, ce n'est pas encore, bien sûr, le mécanisme clé. Également, certains traités peuvent être invoqués par des citoyens de l'Union européenne ou par des ONG contre les décisions de leur gouvernement et même à l'encontre des lois votées postérieurement, c'est-à-dire après la ratification de cette convention. De même, par exemple, en ce qui concerne la convention d'Aarhus, sa transposition en directive sur le droit à l'information et la participation du public renforce singulièrement le niveau juridique d'exigence dans ce domaine. Donc, espérons que ce type de mécanisme adopté au niveau de l'Union européenne puisse, être reproduit sur le plan du droit international de l'environnement. Alors maintenant, quelles sont les raisons de la stagnation du droit international de l'environnement, surtout ces derniers temps, lorsqu'il s'agit de trois domaines clés qui ont été évoqués par le secrétaire général de l'ONU. Donc, il y a le changement climatique, la perte de biodiversité et les grandes pollutions, comme par exemple la pollution des mers et océans. Alors là, je vais bien sûr aborder quelques raisons qui peuvent nous donner une idée sur ces stagnations. Par exemple, sur le plan géopolitique, il y a ce qu'on appelle l'influence des pays émergents et le refus de voir leur commerce et leur croissance entravés par des contraintes environnementales qui se conjuguent souvent avec la traditionnelle réticence de certains États comme la Chine, les États-Unis, à se lier les mains par des accords multilatéraux. On a vu ça, par exemple, avec les États-Unis et leur retrait de l'accord de Paris. Parallèlement, on doit noter l'efficacité de plus en plus limitée de la diplomatie européenne dans son domaine. Donc, il y a le manque de leadership dans le domaine du droit international de l'environnement et les négociations qui a poussé beaucoup d'États à tirer vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Également, la mise en œuvre d'une partie des principes adoptés à Rio pose encore question. Ces principes subordonnent la protection de l'environnement, par exemple, à l'engagement des pays en développement, à la réalisation préalable de leur développement économique et de la sortie de la pauvreté. Donc, il y a une certaine conditionnalité directe ou indirecte pour l'engagement des pays en voie de développement dans cette action internationale, cette action en faveur de l'environnement. Ils appellent à différencier les responsabilités de chaque État en fonction de leur degré de développement et de leur responsabilité historique dans la dégradation de la biosphère. S'il y a beaucoup qui défendent ces principes à partir d'une justice environnementale, climatique internationale, il y a beaucoup d'experts et de militants qui disent que cela entrave la solidarité internationale en matière d'environnement et une action internationale, bien sûr, très efficace. À côté de ces raisons, il y a également la force et l'habileté tactique des grands lobbies, surtout agricoles et industriels, organisés au niveau régional et mondial, de plus en plus attentifs aux mesures environnementales, leur permettant souvent d'influer sur le cours des décisions jusqu'à entraver l'avancement des négociations. À cet égard, je signale par exemple que l'apparition du concept de multi-stakeholders, regroupant business, ONG environnementales et de développement, peuples indigènes, collectivités territoriales, syndicats, etc. Un concept qui est supposé exprimer un progrès de la démocratie internationale aboutit de facto à une certaine impuissance de la mouvance environnementale qui se trouve englobée dans ce vaste ensemble où les intérêts s'additionnent et se neutralisent. Alors, à côté de ce constat, il y a également, c'est une raison qui a été évoquée par le professeur Liban,
et relativement par Mjdoubi, la faiblesse de la gouvernance internationale de l'environnement est aussi en cause. Ici, il faut signaler que l'impuissance du programme des Nations Unies pour l'environnement à faire avancer les enjeux dont il est directement porteur ne cesse de s'aggraver et cela influe sur le processus normatif international en matière d'environnement. Une autre raison qu'il faut également évoquer, et cela, à mon sens, me laisse vraiment incertain et critique vis-à-vis de, comment dire, de ces évolutions actuelles, ce qu'on appelle le libéralisme vert. Ce virage idéologique des années 80 et 90 a influencé naturellement la conduite des affaires environnementales internationales. Et surtout dans le sens de la réduction du rôle du droit et d'un recours au marché et aux approches privées. Et donc, ces mécanismes de marché qui ont été intégrés dans la plupart des négociations visent à éloigner l'État de la sphère de la régulation environnementale et en même temps la prise de contrôle par les acteurs économiques de ce processus et de ses destinées. Souvent, on privilégie des dispositifs proposés par la science économique comme les taxes, marché de permis d'émission, valorisation monétaire des écosystèmes. Ils sont des mesures relativement efficaces, mais en même temps, idéologiquement, ils sont en train de neutraliser le rôle de l'État en la matière. Bon, maintenant, quelles sont les perspectives? Pour ne pas être uniquement critique, nous les juristes, on est toujours optimistes, donc c'est notre défaut peut-être, mais quand même, bon, une fois on devient 100% pessimiste, notre rôle prend fin. Donc je vais juste, comment dire, tracer quelques perspectives qui peuvent peut-être… Alors, dans cette situation où il y a un ensemble d'échecs et en même temps d'acquis, il faut rappeler que le droit international de l'environnement, c'est un droit unique en son genre. Premièrement, parce que c'est pratiquement le premier et le seul droit qui a pu approcher le monde de la décision avec le monde de la science de manière extraordinaire. Donc, rappelons ici la mise en place depuis le début des années 90 du GIEC, qui est vraiment un outil de gouvernance mondiale du climat très, très efficace et incroyable parce qu'il a pu d'abord réduire la marge d'incertitude et l'influence des climato-sceptiques. Il a pu rendre les processus de négociation climatique scientifiquement informés. Et donc, on a basé la décision en quelque sorte sur les scénarios, sur les projections, sur comment dire, de dernier état du climat, etc., etc. Ça, d'une part. De l'autre part, c'est également un droit qui a le mérite de permettre aux acteurs non étatiques de jouer un rôle grandissant dans la gouvernance mondiale de l'environnement et du climat. Et c'est également très, très important pour le futur de l'environnement. Parce que l'environnement n'est plus, comment dire, un sujet purement, comment dire, à caractère étatique, ça veut dire monopolisé par les sphères de décision, comment dire, régaliennes, mais c'est un sujet sociétal où tous les acteurs ont le droit d'y intervenir et maintenant avec force. On le voit récemment avec les grandes manifestations des jeunes à travers le monde, comment dire, les médias, les réseaux sociaux, donc c'est vraiment une avancée extraordinaire. En même temps, il faut rappeler que il y a beaucoup de domaines où le droit international a réussi à mettre fin à certaines pratiques abusives vis-à-vis de l'environnement. Et donc, comme par exemple la couche d'ozone et comment dire, la conférence et le protocole de Montréal, c'était un grand succès pour le droit international de l'environnement. Et on sait que ce succès est dû en quelque sorte à l'intervention des acteurs économiques pour produire des alternatives au CFC. Mais en même temps, le mérite revient aux États, aux organisations multilatérales qui ont initié le processus normatif depuis le début. Donc, bon, peut-être il y aura d'autres choses que je peux ajouter dans la discussion sans trop abuser du temps. Donc, merci beaucoup et ça fait toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci, chers collègues.
pour ce regard critique mais lucide et en même temps qui ouvre des perspectives. Je viens d'être informé, et je crois qu'elle me l'a déjà dit, Madame Jdoubi, il y a 2 ou 3 jours. Madame Jdoubi est obligée de nous quitter parce qu'il a un engagement. J'aimerais en votre nom lui dire combien nous avons été heureux de l'avoir avec nous. Et j'aimerais, en ce qui me concerne, lui assurer de mon amitié durable, pour reprendre l'expression qui sied aux écologistes ou aux environnementalistes. Professeur Si Mohamed Benassi, j'ai beaucoup aimé votre raisonnement. Incontestablement, comme vous l'avez si bien dit, le droit international de l'environnement s'avère à l'analyse comme étant un droit obèse. Et vous avez, nous ne reviendrons pas, je ne reviendrai pas sur ce que Sim Mahjoub Hiba ou vous-même ou Madame Mjdoubi, ce que vous avez dit. Il y a des centaines, en tout cas environ 500 traités multilatéraux, accords, protocoles, etc. Il y a des principes, il y a des normes, il y a des directives, à la fois sur le plan international, sur le plan régional. Il y a également des normes sur le plan interne. Mais c'est tout un corpus bien fourni et très bien portant. Et vous avez très bien fait, et c'est un domaine sur lequel personnellement j'ai travaillé, vous avez bien fait de montrer quelques rayons, quelques points de force de ce droit international environnemental, plus particulièrement dans le domaine de la définition de la responsabilité de la réparation des dommages liés à la détérioration de l'environnement. Et surtout, le travail que fait la Commission de droit international, Silhiba a fait allusion à cela tout à l'heure, et j'aimerais joindre ma voix à celle de professeur Hiba pour saluer le travail extrêmement utile que fait notre frère et ami, le professeur Hassan Louazani, à la Commission de droit international. La Commission de droit international, depuis déjà plus de 30 ans, s'est attelée à réfléchir sur la responsabilité pour fait licite. Et vous savez, dans le domaine environnemental, il est très difficile de prouver la faute, et je pense, ou l'acte illicite, et c'est pourquoi, sur ce volet-là, je pense qu'il y a un apport qu'il faudrait saluer. De même, et je salue ce que vous avez dit, professeur Si Mohamed Benassi, c'est cette corrélation qui est en train de se faire depuis quelques années et qui prend corps chaque jour davantage, la corrélation entre le droit international de l'environnement et le droit international humanitaire, plus particulièrement dans le cas des conflits armés. Et je suis acquis à l'idée que vous avez développée avec brio, selon laquelle ce droit international, quand on essaie de faire une sorte de bilan, eh bien, on trouve que le bilan est un demi-teinte. Il est mitigé. Et j'ai beaucoup apprécié le fait, venant de vous, de voir beaucoup plus la partie vide, la partie pleine du verre que la partie vide du verre. Et beaucoup de pays, et je suis d'accord avec vous, beaucoup de pays se soumettent peut-être je dirais, malgré eux, se soumettent à certaines normes de droit international de l'environnement pour ne pas être indiqués du doigt, pour ne pas être considérés comme étant des rock states, des États voyous dans le domaine de l'environnement. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié, par ailleurs, l'idée selon laquelle nous constatons qu'au niveau du droit international de l'environnement, il y a de plus en plus une place qui est réservée à l'individu. Et cette question
il taraude les esprits des internationalistes depuis très longtemps. Le droit international, il est en train de muer peut-être progressivement, lentement, mais sûrement, de caractère interétatique ou exclusivement interétatique à un droit qui s'applique et qui interpelle directement l'individu auquel il réserve de plus en plus une place assez importante dans le paysage juridique international. Évidemment, au niveau des perspectives, vous rejoignez, cher professeur, vous rejoignez la remarque très sage d'un grand professeur de droit international et de droit international de l'environnement. Je nomme plus particulièrement le professeur et ami commun à Mahjoub Hiba et à moi-même, c'est le professeur Pierre-Marie Dupuy, qui a parlé d'un droit, vous avez dit un droit unique, il a parlé d'un droit atypique, un droit original, le droit international de l'environnement. Et il a mis en place, grâce au droit international de l'environnement, la communauté internationale a mis en place un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de process qui permettent de mieux prendre en considération la donne environnementale dans toutes les politiques publiques définies par les États. Et enfin, last but not least, et sur ce point-là, je ne peux que saluer votre remarque, c'est que de plus en plus, on assiste au niveau du droit international à une place très importante accordée aux acteurs non étatiques. Et c'est un fait qu'il faudrait souligner. Et je vous renvoie simplement, et je termine par là, ces remarques qui m'ont été inspirées par votre brillant exposé, c'est n'oublions pas que la nature a été consacrée par Time comme étant l'homme ou la femme de l'année, et que récemment, sur le plan international, l'opinion publique commence à peser et commence à faire sa pression sur les décideurs politiques. Je vous renverrai au phénomène très original et controversé de cette jeune étudiante suédoise, Greta Thunberg. Alors, nous aurons peut-être l'occasion, dans le cadre du débat, de revenir sur ces questions. Et peut-être que le professeur Mohamed Benassi, il voudrait intervenir, et je me permettrai, avant de donner la parole à la dame de séance, à celle qui nous réunit aujourd'hui, de faire quelques remarques conclusives, terminales. Si Mohamed, vous avez la parole. D'accord. Bon, merci encore une fois à tout le monde. C'est très, très riche. Je ne cesse pas vraiment d'apprendre, même si je suis là-dedans depuis 97. Et donc, vraiment, le droit de l'environnement, c'est un océan. Donc, on revient toujours, comment dire, à l'environnement marin. Mais je vais commencer par une remarque que j'ai toujours faite depuis que j'ai commencé à faire mes études dans ce domaine. Malgré que le Maroc peut être considéré comme une île, vu bien sûr sa proximité d'un environnement marin très très riche et très étendu, les experts, les enseignants et les chercheurs en matière de droit maritime sont très rares. C'est vraiment paradoxal. Et donc, Silou Kili, vous êtes un poisson précieux et rare. D'accord. Donc, parce que vous avez considéré l'environnement marin comme votre écosystème. C'est très, très bien. Comment dire, on rêve un jour d'avoir vraiment dans chaque université un groupe de chercheurs en la matière, parce que ça va de l'avenir, comment dire, du pays. Je pense que… bon, je dis ça pourquoi? Pour plusieurs raisons. Actuellement, il y a un changement de paradigme chez à la fois les enseignants, les chercheurs, les experts en matière d'environnement, chez un ensemble de citoyens à travers le monde,
la société civile, les médias, et certains décideurs également. C'est que l'environnement ne doit pas être perçu comme quelque chose qui environne l'homme, mais il doit être considéré comme un système où l'homme est un élément parmi d'autres, est une composante parmi d'autres. Et donc, il y a même ceux qui vont très loin, ils appellent à changer cette appellation et de remplacer le droit de l'environnement par le droit homme-nature. Ça veut dire le droit qui encadre le lien homme-nature. C'est plus juste, c'est plus adapté avec l'évolution des choses. La première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'environnement est actuellement au cœur de l'évolution sociétale à travers le monde. Il est au cœur de la sécurité humaine. Il est au cœur des relations géopolitiques. Et donc, prenons l'exemple de l'eau. L'eau, ça va renverser les relations géopolitiques à travers le monde dans un futur proche. Et cela a déjà commencé dans certaines régions, comme la région MENA ou l'Afrique. Et donc, si on continue de percevoir l'environnement comme juste un réservoir de ressources, comme quelque chose à utiliser, et une fois il est dégradé, on cherche à le protéger. Personnellement, je crois que c'est une perception des choses qui est décalée par rapport aux vérités et par rapport à la juste valeur qui doit être donnée à la nature, à la biosphère, etc. Et donc, j'aimerais bien également signaler que la crise actuelle de la COVID-19, il y a en quelque sorte le résultat de cette déstabilisation, de cette réorganisation et restructuration des liens homme-nature. Et donc, ce contact, inédit avec le monde sauvage, la déforestation, le changement de l'utilisation des terres, la surconsommation de certaines espèces a créé maintenant des rapports zoonotiques avec l'humain et l'environnement, qui a créé de nouveaux virus qui peuvent engendrer des pandémies très graves dans un futur proche. Et donc, la protection de la biodiversité, c'est pas un luxe, mais c'est un défi qui va de l'avenir de l'humanité et de la santé publique. Et donc, il faut commencer à percevoir ces défis, ces challenges à leur juste valeur, pour ensuite réorganiser les systèmes de gouvernance, réorganiser les lois existantes, les politiques existantes de manière intégrée, de manière différente sur le plan des priorités politiques, à la fois sur le plan national et international. Et je suis sûr et certain qu'une fois on commence à faire ce genre d'action, le droit international de l'environnement va gagner à la fois en substance et en effectivité. Merci beaucoup.